Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous qui nous suivez sur nos 85 radios partenaires et sur notre page Facebook Studio Tamani. Bienvenue dans le Grand Dialogue d'aujourd'hui. On parle du bilan de la transition en 2023 vue par la classe politique. C'est le thème de cette émission. Le référendum constitutionnel avec à la clé une nouvelle constitution. La reprise de Kidal, le pacte de stabilité sociale 2023 aura été marqué par des succès pour la transition. Elle a aussi connu des défis parmi lesquels l'insécurité, la crise énergétique, la vie chère entre autres. Quel bilan les acteurs politiques dressent-ils pour la transition en 2023? Nos invités sont Zeynab Evelyne Jacques, vice-présidente de Action républicaine pour le progrès ARP, Boulam Baro, membre du Congrès national d'initiative démocratique CENID, et Assanatou Samake, chargé de la promotion féminine au bureau national des jeunes du Rassemblement pour le Mali RPM. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Tout d'abord, je voudrais poser cette première question à Evelyne Zeynab Jacques. Comment vous jugez ce bilan de la transition en 2023 ? Bonjour tout le monde, tous les téléspectateurs, toutes personnes qui nous regardent. Et je profite de votre micro pour souhaiter une bonne et heureuse année à l'équipe du studio Tamani et à tous les téléspectateurs. Merci. Nous, de notre côté, nous jugeons le bilan 2023 de la transition, nous pouvons dire à 50% positif et à 50% négatif. Pourquoi ? Parce que, comme on vous l'avait dit, il y a eu certaines acquisitions qui doivent être applaudies, notamment, comme vous l'avez souligné, le pacte social qui a permis quand même d'apaiser le climat social qui était très tendu à un moment donné entre les autorités et les syndicats. C'était un acquis, et en espérant aussi que cela va continuer et que les documents signés seraient respectés des deux côtés. Et aussi, nous avons eu à faire une campagne référendaire remarquable. Nous avons eu à voter la nouvelle constitution du Mali, qui est la 4e République. Et je pense que pour l'engagement, les jeunes, les femmes, tout le monde était engagé derrière ce document, et tout le monde s'est senti concerné. Et c'était aussi quelque chose à féliciter les autorités pour l'organisation de ce référendum. Nous avons aussi les états généraux de la jeunesse. Je ne peux pas parler sans parler de la jeunesse, parce que, en tant que aussi présidente d'une organisation juvénile, nous avons participé aux états généraux. Et ça aussi, c'est quelque chose à féliciter, surtout le ministère de la Jeunesse, parce qu'après 30 ans... Qu'est-ce qui est sorti de ces états généraux qui est pour vous une satisfaction ? Déjà, la fixation de l'âge de la jeunesse au Mali, parce qu'on sait que nous suivons l'âge international qui est de 18 à 35 ans, mais qui n'a jamais été respecté, parce qu'au Mali, on voit des jeunes de 50 ans devant des organisations de jeunes, ce qui n'est pas très logique. Et à partir de ces assises, il a été dit par les organisations de jeunes qui ont participé de Caille jusqu'à Kidal et dans les différents pays qui étaient représentés ici, que l'âge de la jeunesse aujourd'hui serait respecté, qu'à partir de 35 ans, tu ne peux plus être membre ou président d'une organisation juvénile. Et le chef de l'État, quand il a reçu le rapport, a souligné qu'il veillera à ça. Nous avons aussi, personnellement, mon organisation s'est battue depuis 2 années de cela pour la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision à travers une loi. Et pendant les assises, nous avons demandé 30 à 40%
pour les jeunes dans les postes électifs et nominatifs qui sont aussi dans les rapports des États généraux. Et le chef d'État a rassuré la jeunesse pendant la cérémonie de clôture que cela sera réalisé par la transition. Tout ceci sont à l'état de recommandation pour l'instant. Exactement. Alors ça, c'est entre autres les points de satisfaction, ce que vous jugez comme étant positif. Avant de vous redonner la parole pour que vous nous parliez de ce que vous avez trouvé, en tout cas de négatif ou bien d'insatisfaisant, je voudrais demander à Boulan Baro si toutefois il partage ce bilan que vous jugez mitigé, 50% de positif, 50% d'insatisfaction. Boulan Baro, est-ce que vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Je salue Studio Tamani et toute l'équipe qui vous accompagne pour ce débat et vous souhaiter par la suite et bonne heureuse année 2024. Merci. À travers votre micro, je salue aussi tous les militants et militantes du Séné Faso Ilouaton. De par les Séné, je salue aussi tous les militants, toutes les militantes et militants du M5 RFP. Je rappelle que le Séné est partie prenante de la transition. Oui, nous sommes partie prenante de la transition. Voilà pourquoi j'ai parlé du M5. Qui parle de transition parle forcément du M5. Parce que la transition n'est pas tombée du ciel, comme j'ai l'habitude de le dire. Elle est venue à la suite d'une lutte révolutionnaire menée par le M5 RFP. Maintenant, à ce stade, aujourd'hui, vouloir faire le bilan, il serait très prétentieux pour moi de vouloir dresser le bilan de la transition. En 2023. Oui, en 2023. Maintenant, en voulant faire, on peut faire un exercice qui permettra aux uns et aux autres de constater les résultats qui sont obtenus. Je pense que les M5, de par son document qui est intitulé les 10 points et les 17 mesures, nous sommes fixés des objectifs à atteindre au cours de cette transition. On a tout le temps rappelé que la transition n'est pas une transition électoraliste. Nous avons mené cette lutte révolutionnaire pour mettre fin à un mandat constitutionnel. Alors à partir de là, il faudrait s'attendre à des réformes. Je pense que sur le plan des réformes, beaucoup de choses ont été faites. Et notamment la nouvelle constitution qui vient d'être adoptée par les Maliens, par le référendum. Sur le plan du défi sécuritaire, c'est sans fausse modestie, nous constatons qu'aujourd'hui l'armée est réhabilitée et l'armée est mise en confiance pour nous ramener cette sécurité-là qui a mis le Mali en mal depuis 2012. Et il ne faut pas aussi ignorer ce qui a été le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali à travers la conquête de la ville de Kidal, qu'il faut saluer et qui n'était pas gagnée d'avance. Il faut aussi signaler... Est-ce que la sécurité s'est améliorée pour autant? De façon globale, nous osons espérer que la sécurité s'améliore de jour en jour. Mais on ne peut pas dire clairement qu'il n'y a pas de poches d'insécurité, il n'y a pas d'insécurité. Mais l'espoir quand même est permis de croire que dans les jours à venir, on va aller vers une sécurité maximale sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'aujourd'hui, le problème est parti de la zone de Kidal. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire clairement que nous exprimons notre souveraineté sur toute la ville de Kidal et aux alentours. Et la conquête continue pour non seulement sécuriser les territoires, et aussi amorcer le développement tant attendu. Maintenant, sur le plan social, ça, il ne faut pas l'ignorer. Avec cette crise énergétique, vraiment, c'est un autre défi qui se dresse à la transition. Parce que si jamais il nous faut travailler à juguler cette crise énergétique-là, parce que les paniers de la ménagère, toutes les activités qui sont liées à l'électricité est en train de se comporter très mal. Donc c'est un nouveau défi qui se dresse, mais il faut travailler, l'État étant une continuité, nous devons travailler à améliorer ces aspects de la transition. Donc globalement, vous êtes d'accord avec Zeynab? Non, je ne suis pas forcément... Un bilan mitigé? Non, ce n'est pas un bilan mitigé, c'est un bilan élogié, éloquent, éclairé. Il n'y a pas de doute à ça. J'ai dit ça dépend des objectifs que nous sommes fixés. Nous, au niveau du M5, nous avons fixé des objectifs. Oui, et ces objectifs sont atteints. Dieu merci, je peux dire que ces objectifs sont atteints. D'accord. Maintenant, le nouveau défi qui s'est dressé, ça c'est la crise énergétique qui n'était pas prévu, qu'on ne voyait pas en réalité quand on menait cette lutte du M5. À part ça, je suis en mesure de vous dire clairement,
que nos objectifs sont atteints à 80-90%. D'accord. Maintenant, la réussite réelle de la transition, c'est de comment sortir de la transition. D'accord. Nous allons en parler tout de suite. Comment faire pour sortir de la transition. Assenatou Samake, votre avis sur le bilan 2023 de la transition en tant que membre du RPM, l'ancien parti au pouvoir? D'accord, merci. Dans un premier temps, je tiens à saluer tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Par la même occasion, je profite du micro pour adresser mes vœux de bonheur au titre de l'année 2024 Merci. à toute la population malienne, aussi bien qu'à l'autorité transitoire. Je souhaite que l'année 2024 soit une année de bonheur, de réussite et de grandes réalisations pour le Mali. Alors, je profite également pour saluer mon parti, le RPM, à travers son président, Dr Bokar Treta, qui ne ménage d'ailleurs aucun effort pour le développement et le bonheur de la population malienne. Maintenant, quand vous me posez la question, à savoir mes impressions et mon avis sur le bilan de la transition, je dirais que ce bilan, je le juge un peu passable, je peux dire ça. C'est un bilan partiellement positif et partiellement négatif pour moi parce qu'il y a tellement de choses qui se sont déroulées au cours de 2023 que nous pouvons juger tantôt positif et tantôt négatif. Par exemple, la reprise de Kidal au 14 novembre 2023, ça a fait réjouir toute la population malienne parce que depuis près de 10 ans ou 11 ans comme ça, Kidal nous avait échappé. Alors aujourd'hui, si Même le RPM a salué cette reprise. Voilà. Et je profite également de faire un petit rappel sur le communiqué que le parti RPM a fait sur la reprise de Kidal. Nous saluons vraiment l'autorité d'avoir réalisé et d'avoir relevé ce défi qui était vraiment quelque chose d'inespéré pour la population malienne. En plus de cela, nous félicitons l'autorité transitoire pour la signature de l'accord de Liptako-Gourma qui a permis la création de l'Alliance des États du Sahel. Et au-delà de cela, nous le saluons également sur le plan sécuritaire parce que nous voyons qu'ils ont fait beaucoup de pas vers la sécurité, même s'il y a des incorrections jusqu'à présent. Donc pour moi, le bilan est partiellement positif et partiellement négatif. Donc le RPM n'est pas totalement déçu? Non, nous ne sommes pas totalement déçus parce qu'après tout, ça revient à une œuvre humaine. D'accord. Alors, Zeynab, vous disiez tantôt, pour vous, il y a eu des positifs comme il y a eu du négatif aussi. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous en 2023? Quels sont les points d'insatisfaction? Ce qui n'a pas marché, déjà, je pense que Boulan avait un peu glissé sur le mot. Ça, c'est le côté d'électrification. Au Mali, on n'a jamais connu de délestage, ou même, je ne peux même pas parler de délestage, maintenant on parle de manque d'électricité au Mali. Ça n'a jamais été fait, en tout cas du jour de ma naissance à aujourd'hui, j'ai jamais vécu cela. Et je peux dire que c'est une première et vraiment c'est quelque chose qui était un échec. Je peux dire que l'échec aujourd'hui de la transition en 2023, c'est au niveau de l'électricité. Est-ce que le discours du président le 31 décembre vous a rassuré quant à une amélioration, sinon la fin de cette crise énergétique? Bon, oui et non. Oui, parce que avant le discours, je peux dire que ces quelques jours, derniers jours de 2023, quand même, les choses se sont un tout petit peu améliorées. On est passé de 24 heures de coupure à 12 heures de coupure, à 6 heures, maintenant à 4-5 heures de coupure. En tout cas, je peux parler que de la zone dans laquelle j'habite, dans la commune 5. Donc, et pas partout en commune 5 parce que je ne suis pas dans tous les quartiers, mais je pense que sur le plan général, les choses sont en train de s'améliorer. Et on espère que même si aujourd'hui on ne pense pas que ce problème d'électricité peut se régler définitivement, mais qu'au moins on puisse avoir de l'électricité comme on l'avait au temps il y a 3-4 ans de cela. Parce qu'au moins avant, on avait 3 heures de coupure, on s'y plaignait, mais aujourd'hui à 24 heures, c'est insupportable. Et en espérant que les autorités, le ministère de l'énergie et les autorités de la transition vont prendre cela très au
au sérieux et que ça doit être même une priorité en cette nouvelle année avant les canicules qui sont prévues en mois de mars et qui est aussi la période où le mois de Ramadan se pointe. Donc pour moi, ça c'est une première échec de la transition. Deuxièmement, je parlerai aussi de la vie chère des quotidiens. La vie, comme le disait tout à l'heure Boulan, les denrées alimentaires qui sont très élevées sur le marché, la vie chère, même si on peut dire que c'est un peu dans tous les pays de la sous-région, mais comme on le dit, il ne faut jamais se comparer à son voisin. Donc on ne voit que ce que nous avons aujourd'hui et on pense que cela doit être amélioré et que ça aussi, pour moi, c'est un échec de la transition en 2023. Et troisièmement, je vais parler du côté diplomatique. Pour moi, côté diplomatique, il y a beaucoup à faire. C'est vrai qu'il y a eu des choses... Des pincements, des tiraillements entre nous et certains de nos partenaires, je ne dirais pas tous, certains de nos partenaires, mais je pense que jusqu'à présent, le Mali doit renégocier ses partenariats. Pour moi, c'est primordial, la diplomatie dans un pays. Il faut obligatoirement que la diplomatie au Mali soit rehaussée à nouveau comme elle l'était auparavant. Concrètement, est-ce que vous voulez nous dire que le Mali doit en tout cas revoir ses relations avec certains partenaires? Exactement. Revoir, on peut, comme dit en Bambara, on peut montrer son mécontentement et taper sur le poing, mais sans rompre l'accord ou sans rompre le dialogue. Donc pour moi, la diplomatie pour un pays, elle est primordiale parce qu'il faut savoir que dans ces pays, nous avons nos représentants, c'est-à-dire nous avons nos frères, nos sœurs qui habitent dans ces pays. Donc il faut aussi tenir compte de cela. Et c'est ça aussi. Donc moi, je pense que la transition aujourd'hui doit revoir en 2024 ce côté diplomatique, revoir les relations diplomatiques qui sont aujourd'hui effritées ou qui sont un peu rouillées, d'essayer de revenir sur la table, négocier un partenariat, un vrai partenariat gagnant-gagnant et qu'on sorte de ces tiraillements. Alors, vous avez parlé de diplomatie, je voudrais faire réagir Boulan Baro sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Evelyne que la diplomatie, en tout cas, a des choses à revoir, notre diplomatie? Tu veux me forcer chaque fois à dire que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord? Non. Je pense que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Ce n'est pas une gouvernance normale comme les gens sont habitués à constater. La transition a ses défis, a ses difficultés. C'est le contexte dans lequel le Mali est plongé dans la transition oblige forcément les autorités maliennes à ne pas se laisser faire. Vous savez, on était sous tutelle depuis 2012 et avec la présence de toutes ces forces internationales, avec l'administration et tout. Il fallait se débattre pour excuser, pour remercier ces forces-là. Ce n'était pas gagné d'avance. Il y avait des gens qui avaient prédit que l'administration était là encore pour 10 ans, pour 15 ans. Mais c'est un travail diplomatique qui a été fait pour que l'administration puisse aller dans des meilleurs délais, pour qu'on puisse prendre notre pays en main. Cela ne pouvait pas... C'était pas facile, c'était pas gagné d'avance. Et une diplomatie n'est jamais hostile, une diplomatie n'est jamais offensante. Maintenant, lorsque on nous a traités ici comme le moyen faible de la lutte contre le terrorisme, on a été traité de tous les maux en tant qu'État, nation. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, la réalité est visible que l'option diplomatique choisie par le Mali était la meilleure. Et les résultats sont là, on peut l'apprécier. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. La meilleure réussite de la transition, c'est de faire en sorte de sortir de la transition sans pourtant causer d'autres problèmes. J'ai dit, les nouveaux défis qui s'est tressé à nous d'abord, c'est les défis énergétiques. On ne s'attendait pas à ça. On va gérer ça au quotidien. D'accord. Restons sur la diplomatie. Maintenant, la diplomatie... L'une des grandes actions a été la décision de demander le départ de l'administration, par exemple. Vous pensez que ça a été salutaire, hein? Moi, je l'ai dit tout de suite, ça a été salutaire. Je ne vois pas... Il n'y a pas de problème à cela. Un pays qui veut exprimer sa souveraineté, qui veut regarder les autres nations du monde et leur dire ce dont nous avons besoin. Je ne vois pas de problème à ça.
Maintenant, il y a un pays, un partenaire qui ne semble pas d'accord avec nous. C'est des moments, ça passe. Mais je ne reproche, en tout cas pour le moment, de façon fondamentale, je ne reproche pas grand-chose à notre diplomatie, tant l'objectif qui était fixé de faire du Mali un pays souverain est capable de proposer les solutions à ces problèmes. Donc, je ne vois pas de problème à ça. Et ça va continuer. Tout récemment, il y a ce petit problème entre le Mali et l'Algérie. Mais tout ça là, ça a sa source depuis 2012. Nous sommes dans une situation d'insécurité créée par des Maliens, c'est vrai, mais soutenue par des pays voisins. On a été envahis, mais on cherche à nous en sortir, mais d'autres cherchent encore à nous replonger dans ça. Je ne pense pas que nous allons nous asseoir pour les applaudir des deux mains. D'accord. Assenatou, vous non plus, vous n'avez pas de reproche particulier à notre diplomatie? Bon, sur le plan diplomatique, moi je pense que nous tendons vers un terrain très glissant aujourd'hui. Parce que le Mali... C'est-à-dire terrain glissant? Un terrain très glissant parce que, à travers mon constat, je vois qu'il y a eu tellement de bruit entre le Mali et nombreux partenaires extérieurs. D'abord, ça a été le cas de la MINUSMA. C'est très logique d'ailleurs qu'un pays réclame sa souveraineté. Mais cependant, l'État devra se poser la question quel est l'impact de la mondialisation sur le développement d'un pays. Force est de reconnaître que, en demandant par exemple à la MINUSMA de se retirer de nos territoires, les autorités transitoires étaient animées de bonne volonté. Mais cependant, il faut reconnaître également que de nos jours, aucun pays n'est capable de se développer tout seul. Peut-être il y a des pays, parce que la MINUSMA regroupe toutes les forces. Peut-être il y a des pays qui sont amis, qui veulent le bien du Mali, il y a des pays qui sont ennemis du Mali. Donc, il fallait tout simplement essayer d'aller à table sur une table de négociation avec les pays partenaires du Mali pour essayer de voir les parties où les Maliens ne sont pas d'accord, les parties dans l'accord bien sûr, où les Maliens ne sont pas d'accord, essayer de redresser certains aspects entre nous. Mais cependant, dire qu'on Alors les autorités ont dit que la MINUSMA n'a pas donné en tout cas les résultats escomptés en 10 ans de présence. Donc elle ne voit plus la nécessité qu'elle reste ici. Est-ce que vous partagez cet avis? Bien sûr, c'est ce que moi j'essaie d'expliquer. Donc vous êtes d'accord que la MINUSMA... Aujourd'hui, c'est le défi de la mondialisation que l'autorité devrait prendre d'abord en compte. Sans pour autant briser tout le pont entre le Mali et les pays partenaires. Au-delà de cela, sur le même plan diplomatique, je vois aujourd'hui, il y a peu de temps qu'il y a eu des tiraillements entre le Mali et l'Algérie. Je ne dirais pas que c'est un problème habituel, mais c'est un problème qui existe souvent entre des pays qui ont des collaborations bilatérales. Donc je dirais que sur certains aspects, le Mali a raison et d'autre côté, le Mali devrait essayer de négocier ou d'aller même au fond de cette décision avant de rompre totalement avec les autorités algériennes. Parce que l'Algérie est un pays ami du Mali et nos relations ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons fait des grandes réalisations dans le passé. Donc aujourd'hui devrait être un cadre idéal pour nous de renforcer nos partenariats. Ça ne devrait pas quand même être un cadre pour nous de rompre avec l'Algérie, puisque les défis sont énormes et le Malien a forcément besoin de nos jours des aides de l'extérieur que de rompre avec tous les partenaires. Alors justement, parlant de l'Algérie, beaucoup de gens s'inquiètent de cette tension entre le Mali et l'Algérie, puisque l'Algérie est le chef de file de la médiation qui a permis d'avoir cet accord entre le Mali et les groupes armés. Le président a dit le 31 décembre dans son discours à la nation qu'il va privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Je vous invite à écouter Assimi Goïta. Après, on va commenter cela. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix.
la sécurité et le développement. C'est pourquoi, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette décision que nous avions déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés dès l'entame du retrait de l'aménagement exige de nous, Maliennes et Maliens, que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale. À présent, je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. Un comité chargé de piloter ce dialogue sera mis en place dans un délai d'1 mois. Alors, Evelyne Jacques, un dialogue direct intermalien, que vous inspire cette décision du président de la transition? Moi, je n'ai déjà jamais été pour une médiation internationale dans un conflit interne. Parce que nous savons ce que nous vivons ici. Nous savons ce qui est notre culture, nous la connaissons mieux que tous. Et je pense que deux frères qui se battent dans la maison, si le papa ou la maman ou même d'autres frères de la famille ne peuvent résoudre, ce n'est pas le voisin ou peut-être le vigile du quartier qui peut résoudre cela. Donc pour moi, prioriser une discussion interne est très très normal et pour moi c'est une décision salutaire et nous devrions partir de ça depuis très longtemps parce que nous avons vu que l'accord d'Alger n'est pas le premier accord à être un échec au Mali. Depuis cette histoire entre les groupes armés au nord et l'État malien, c'est quelque chose qui dure depuis le temps de feu Modibo Keïta. L'accord a été un échec, l'accord d'Alger. Pour moi, l'accord a été tous les accords qui ont été faits du temps du feu président Modibo Keïta jusqu'à aujourd'hui ont été un échec. De l'accord de Tamaracet jusqu'à l'accord d'Alger en 2015, ça a été un échec. Si ce n'était pas un échec, on ne serait pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes dans une situation dans laquelle nous pouvons éviter une situation que nous pouvons éviter il y a des années de cela. Donc pour moi, oui, prioriser un dialogue fraternel interne entre nous et direct, comme le président l'a dit, c'est pour moi une solution. Boulan Baro, un dialogue direct intermalien. Comment faire pour que ce dialogue ne soit pas un dialogue de plus? On en a eu beaucoup, beaucoup de dialogues, le dialogue national inclusif, les concertations nationales, la conférence d'entente nationale, beaucoup de forats de ce genre. Comment faire pour que ce dialogue soit différent de ces précédents dialogues? Non seulement ça serait un dialogue de plus, mais un dialogue de trop. Parce que l'objectif visé ici, ce que j'ai entendu, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Mais il ne faudrait pas qu'on donne raison à certains théoriciens dans l'État. Il n'y a pas de conflit communautaire au Mali. Il n'y a pas de conflit intercommunautaire au Mali. Qu'on fasse extrêmement attention. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sous-tendu derrière cette phrase, mais qu'on fasse extrêmement attention. Il y a des gens qui ont pris des armes contre leur pays. Mais ils sont en conflit avec quelle communauté? Qu'on nous dise au Mali quelle communauté est en conflit avec telle autre communauté. Il n'y a pas de conflit communautaire au Mali. Et là, je pense que sur cet aspect-là, il va falloir qu'on clarifie les termes de référence par rapport. C'est bon, on a réhabilité tout de suite les autorités coutumières. Mais il faut les donner. Les dialogues, c'est l'âme du Malien. C'est permanent. Les communautés se parlent entre eux. Les différentes communautés, les différents problèmes qui existent entre les éleveurs et les cultivateurs sont réglés dans les dialogues. Mais qu'on dise qu'on veut faire de notre situation d'insécurité comme si c'est un problème communautaire, là, je m'inscris en faux par rapport à ça. Et il va falloir faire extrêmement attention. On peut dialoguer, mais pas à une échelle nationale. De façon locale, là, les gens peuvent parler. On peut renforcer les autorités coutumières et religieuses dans les localités pour parler entre les gens. Mais il ne faudrait pas mettre ça à une échelle nationale. Maintenant, l'accord. L'accord a été signé, sa mise en œuvre était prévue pour 18 mois, maximum 24 mois. Alors, juridiquement, l'accord a donné tout ce qu'elle peut donner.
Maintenant, dès lors que les Nations Unies ont voté une résolution demandant les retraits de la MINUSA et tout ce qui s'ensuit, ça veut dire clairement que l'accord est caduque. Maintenant, il ne faudrait pas que nous essayons de créer, à l'absence de l'accord, qu'on crée d'autres mécanismes qui va créer les désordres. Qui va créer les désordres. Pour moi, je ne vois pas de raison fondamentale pour créer un forum comme quoi on va parler d'un dialogue communautaire, d'un dialogue intercommunautaire. Vraiment, pour moi, politiquement, c'est risqué. Il ne faudrait pas qu'on prenne ces chemins-là. D'accord. Hassanadou, un dialogue intermalien, un dialogue exclusivement entre les Maliens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut être la solution aux problèmes que nous vivons? D'accord. Tout d'abord, permettez-moi de remonter un peu dans le temps. J'aimerais porter un accent particulier sur l'accord qui est vu aujourd'hui comme un échec par la plus grande partie de la population malienne. Mais cependant, il faut de reconnaître que la plus grande brouille des autorités algériennes, les autorités maliennes, viennent à partir du moment où les autorités algériennes ont décidé de consulter le comité permanent stratégique des groupes terroristes. Donc moi je pense que ça cadre stratégique permanent. Voilà, c'est ça, le cadre stratégique permanent. Moi je pense que le cadre stratégique permanent des groupes terroristes, c'est ce que moi je vais dire. Ou bien je laisse les cadres. En tout cas, il y a le cadre stratégique permanent. Mais on ne connaît pas le cadre stratégique permanent des groupes terroristes. Voilà, donc le cadre stratégique permanent. Voilà, pour que les gens ne fassent pas c'est en ce moment, oui, c'est ça, c'est ce que moi je voulais dire. C'est en ce moment que tout a déclenché. Donc moi, j'essaierai de mettre un peu l'accent sur le chapitre 7 de l'accord qui donne le pouvoir à l'Algérie de se proposer en tant que garant de cet accord et d'intervenir en tant que groupe médiateur entre les deux parties signataires de l'accord au cas où il y a des difficultés quant à la mise en œuvre de cet accord. Donc cependant, moi je trouve que l'Algérie était bel et bien dans son rôle de consulter les groupes terroristes d'abord, qui par la suite a été vu comme une sorte de complot entre le groupe terroriste et l'autorité algérienne. Alors, donc, cependant, si vous êtes d'accord que c'est des groupes terroristes... Ce que moi, je comprends par la suite de cela, le dialogue intermalien vient s'imposer pour redresser ce que l'accord n'a pas pu résoudre dans le passé. Donc, et je sollicite d'ailleurs l'idée, parce qu'elle est salutaire, parce que si nous estimons que la médiation internationale a été vouée à l'échec, cependant, la force est de reconnaître que nous pouvons également donner la chance entre les Maliens eux-mêmes afin d'aborder les problèmes, afin d'essayer de trouver un terrain d'attaque sur les points les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc moi, je salue vraiment l'idée et cela montre également la volonté, surtout la bonne volonté du président de la transition dans le processus de la gouvernance et son souci d'impliquer tous les Maliens, que ce soit hommes ou femmes, enfants, de s'impliquer dans le développement et sur le plan sécuritaire. Ok, nous n'avons pas assez de temps. Il y a d'autres chapitres qu'on souhaiterait aborder. Par exemple, la lutte contre la corruption. Le président de la transition en a parlé aussi dans son discours à la nation. Il parle de lutte implacable contre la corruption. On écoute le président, ensuite on revient pour commenter cela. Les efforts de développement dans lesquels nous sommes engagés resteraient vains si la lutte contre la corruption dans le domaine administratif et économique n'était pas menée avec détermination. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris une lutte implacable contre ce fléau. Des actions sont ainsi en cours pour que toutes les personnes impliquées dans les actions de corruption répondent devant les instances judiciaires. Evelyne Jacques, est-ce que vous estimez qu'en 2023, la corruption a reculé? En tout cas, comment vous jugez la lutte menée contre ce fléau? Bon, je pense que tous les chefs d'État, que ce soit des élus ou transitionnels,
ont tous parlé de lutte contre la corruption, ce qui est logique parce que quand on parle de bonne gouvernance, il faudrait qu'on lutte contre la corruption d'abord parce que les deux ne peuvent pas siéger. Mais dans les faits, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de, de communication sur la question que d'actes posés. Il y a certains actes qui se sont posés, oui, mais à un certain niveau, je pense que quand on parle de lutte contre la corruption, ça doit être dans surtout les niveaux. Et ça ne doit pas être que sur certains et laisser d'autres personnes. Pour moi, quand on parle de lutte contre la corruption, même ceux avec qui nous sommes, même ceux qui sont auprès de nous, qui sont comptés parmi des corrupteurs, doivent être introduits, leur dossier doit être amené devant la loi. La lutte contre la corruption est sélective aujourd'hui? Pour moi, oui, d'un côté, elle est sélective. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je ne rentrerai pas dans des cas juridiques, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et beaucoup de Maliens le savent, qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui doivent être interpellées pour abus ou pour la corruption et qui doivent être interpellés par la loi, mais qui n'ont pas été interpellés. Maintenant, nous ne savons pas parce qu'ils sont proches du pouvoir ou si ce n'est pas le cas. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que cette lutte contre la corruption, en tout cas pendant cette transition, je ne parle même pas de 2023, je parle depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui, n'a pas donné les fruits que nous espérons qu'elle donne. Parce que nous voulons vraiment que ceux qui ont eu à utiliser, à bafouer les deniers de l'État doivent tous être introduits devant la justice. D'accord. Boulambaro, le phénomène de la corruption, quand dites-vous, est-ce que vous constatez un recul? Vous trouvez que la corruption est un phénomène? Non, c'est le comportement des hommes. Avec grand H. Maintenant, moi, j'ai fait allusion à un défi qui se dresse à la transition, qui est le défi lié à la crise énergétique. Mais si on enlève l'aspect corruption, il n'en reste rien. Ça a été dit publiquement qu'il y a des contrats qui ont été établis entre l'État et des partenaires pour fournir des équipements dans ce sens. Mais la gestion de ce contrat, donc pour vous dire clairement que c'est un défi, c'est lié à la crise énergétique. N'eût été ce comportement des hommes, on n'allait pas être plongé dans cette crise énergétique. Donc, c'est là extrêmement important. Donc, il ne faudrait pas que ça soit... Ne peut-on pas la combattre, cette corruption? Non, il ne faudrait pas que ce soit un slogan. Ça s'est fait de façon réelle. Pour vous, c'est un slogan pour le moment? Oui, pour le moment, c'est un slogan. Vraiment. Il n'y a pas d'action, d'acte posé? Mais nous sommes en train de constater du jour au jour, même pendant cette transition, il y a eu des détournements de leur son. Mais la justice a son temps, les politiques aussi ont leur temps. Mais ce que nous constatons, l'opinion constate clairement, j'ai dit, c'est un fait concret. La crise énergétique est liée à des faits de corruption. Ça, c'est clair, ça a été dit officiellement. Oui. Mais maintenant, qui est inquiété? Hein? On a parlé des aspects d'engrais, on a parlé des aspects de subventions, même par rapport à la vie chère. Quand on dit qu'on a donné des subventions à des opérateurs économiques qui doivent nous ravitailler en sucre, mais ils ne font pas le travail. Mais c'est clair, là. Je pense que ça, le bilan sur ce côté-là, pour moi, c'est... D'accord. Nous n'avons que 5 minutes. Je vais vous faire réagir sur un dernier point abordé par le président de la transition, même s'il n'a pas été aussi précis. C'est le retour à l'ordre constitutionnel, les élections. Le président a indiqué, je cite, que le retour à l'ordre constitutionnel devrait être différent cette fois-ci des autres, car apaisé et sécurisé, selon ses mots. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette déclaration, Evelyne Jacques? Bon, personnellement, moi, je n'ai pas très bien compris là où voulait en venir le chef de l'État, parce que toute élection, quand même, doit être organisée sécuritairement, à ce qu'il n'y ait pas de problème, et aussi dans l'apaisement, qu'il n'y ait pas de révolte ou autre chose. Donc, je pense que elle doit être différente. Il faudrait que ça soit plus expliqué parce que ce n'est pas ces deux aspects qui font la différence, parce que ça a toujours été ce qui doit être fait avant une élection. En tout cas, pour qu'il y ait une
élection crédible et transparente, il faut qu'elle soit sécurisée et il faut aussi sensibiliser la population sur le fait qu'il n'y ait pas de problème, genre une révolte post-électorale. Donc moi, je pense que je ne comprends pas l'idée derrière ce petit chapitre du chef de l'État, mais bon, peut-être qu'on en saura plus. Vous, en tant qu'actrice politique, le fait que le président n'ait pas dit, par exemple, à telle date, les élections, nous prévoyons de faire les élections, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a un peu inquiété? Bon, ça ne m'a pas inquiété parce que je me dis que ce n'est pas aujourd'hui au chef de l'État d'annoncer une date pour les élections, sachant bien que nous avons un organe de gestion des élections qui est en place, qui s'appelle l'EJ, et nous avons l'administration territoriale qui est là. Normalement, pour faire un chronogramme électoral, il faut aussi associer les parties prenantes, dont les partis politiques, ce qui n'a pas été fait. Donc pour moi, un chef de l'État, dans son discours à la nation, ne peut se permettre, avant toutes ces consultations, de donner une date pour les élections. D'accord. Assanatou, il a aussi dit que, en tout cas, les efforts tendant au retour à l'ordre constitutionnel ne faibliront point en 2024. Est-ce que cela vous rassure? Bon, d'abord, à travers le discours à la nation du président de la transition, nous avons pu recenser quelques grands axes. Oui, mais parlons seulement de l'élection, puisque nous n'avons pas assez de temps. Quand il dit que voilà, les efforts pour un retour à l'ordre constitutionnel ne vont pas faiblir, est-ce que cela vous donne l'assurance aujourd'hui que voilà, les élections vont se tenir? Nous osions quand même espérer, même si c'est que les partis politiques voulaient attendre précisément de l'intermédiaire à travers la bouche du président de la République, c'est-à-dire préciser une date quant à l'organisation des élections. Cependant, nous osons espérer que les élections quand même seront d'une manière ou d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre manière organisées quand même au moment opportun. Et nous sollicitons également les autorités à bien veiller sur cet aspect parce que la crainte des partis politiques aujourd'hui est que la transition ne soit pas un CDI, un contrat à durée indéterminée, parce que cela risque de déclencher d'autres problèmes auxquels le Mali ne s'attend pas du tout. Donc nous espérons, même si ce que nous voulons quand même attendre à travers le discours était de nous donner une date bien précise quant à l'organisation n'a pas été communiquée. Donc nous comptons quand même sur l'effort de la transition et la bonne volonté qui vont bientôt s'occuper de ce sujet. D'accord. Boulam Barou, le fait que le président en tout cas a annoncé que les efforts seront faits pour que les élections puissent se tenir sans donner de date précise et autres. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant qu'homme politique? C'est ce que je disais, que la réussite de la transition en dépend de cet aspect-là. La meilleure façon d'organiser les élections. Il a parlé d'une élection sécurisée, apaisée. Ça, c'est le défi qui reste maintenant pour boucler cette période de transition. Maintenant, on a compris, il y a un moment qu'ils ont parlé d'un léger report par rapport à la date qu'eux-mêmes ils ont indiquée. Et ils ont aussi reprécisé que c'est sûrement la seule élection présidentielle qui seront tenues pendant cette transition, marquant la fin de la transition. Alors, je pense que ces messages-là devraient être saisis par la classe politique, les acteurs politiques notamment, pour faire en sorte aider les autorités à travailler dans le sens d'une élection apaisée et sécurisée. Et ce travail-là, c'est un travail, ce n'est pas le travail seulement des autorités en place, c'est les acteurs politiques qui doivent s'investir pour qu'on puisse aller vers la tenue d'une élection sécurisée et apaisée. Et ce travail, c'est un travail politique. Il faudrait que les hommes politiques saisissent ces messages pour qu'on puisse agir afin d'aller vers la fin de la transition. Vous êtes optimiste quand même que les élections vont se tenir? Ça va dépendre de la classe politique et des acteurs politiques. Si les acteurs politiques veulent bien, il y aura des élections apaisées et sécurisées. Oui, mais comment un acteur politique ne voudrait-il pas qu'il y ait d'élections? C'est la grande question que je me pose. Je dis, c'est un message qui a été envoyé et c'est à la classe politique, aux acteurs politiques de saisir ces messages et d'y travailler pour qu'on aille vers les élections marquant la fin de la transition. D'accord.
Et c'est ce qui va mettre fin à ce débat. Malheureusement, le temps imparti est terminé. Merci à nos invités, Boulan Barrow du Congrès d'initiative démocratique, le Congrès national d'initiative démocratique, Sénid, Zeynab Evelyne Jacques de Action républicaine pour le progrès ARP et Assanatou Samake du RPM, le Rassemblement pour le Mali. On parlait aujourd'hui de la transition en 2023, le regard de la classe politique sur le bilan de la transition en 2023. Ce débat a été réalisé par Imran Akilou Maïga à la mise en onde. Il y avait Salim Diouara à la régie vidéo. Il y avait Gagny Kanté, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain.